Alors, je vais commencer par vous présenter nos panélistes. Donc, premièrement, nous avons avec nous M. Jacques Cherblanc, qui a obtenu un doctorat en sciences politiques et en sciences des religions. Il est professeur agrégé à l'Université du Québec à Chicoutimi, où il dirige l'unité d'enseignement en études religieuses, en éthique et philosophie. Se définissant comme socio-anthropologue, il est directeur du laboratoire d'expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique. Et il travaille sur les rites de mort et de deuil, ainsi que sur les enjeux éthiques de l'intégration des approches spirituelles en santé et services sociaux en éducation. Alors, avec des collègues du Québec, d'Ontario et d'Europe, il mène actuellement 2 recherches subventionnées sur les effets que les restrictions sanitaires aux rituels de fin de vie et post-mortem ont pu avoir sur les trajectoires de deuil. Donc, bienvenue, M. Cherblanc. Par la suite, on aura la chance aussi d'entendre Mme Émilie Lessard, qui est anthropologue et titulaire d'un doctorat en santé des populations. Elle a travaillé comme conseillère aux familles dans le domaine funéraire durant ses études en anthropologie. Sa recherche doctorale est une recherche-action participative portant sur l'expérience des soins palliatifs à domicile du point de vue des personnes âgées en fin de vie, de proches aidants endeuillés et d'une équipe dédiée en soins palliatifs à domicile au Québec. Elle enseigne également en certificat en gérontologie à l'Université de Montréal et travaille sur différents projets de recherche-action en lien avec le deuil, les soins palliatifs et de fin de vie, et notamment ce qui l'amène aujourd'hui pour le projet J'accompagne avec Mélanie Vachon, qui est chercheure principale de ce projet, et Déborah Hummel, qu'on a la chance d'avoir ce matin aussi avec nous. Donc, bienvenue, Émilie. Enfin, on a Déborah Hummel, donc, qui va aussi participer à cette table ronde ce matin. Donc, Mme Hummel est détentrice d'une maîtrise en psychologie de la santé de l'Université de Lausanne, en Suisse, et d'un doctorat en psychologie clinique de l'Université de Montréal. Alors, Mme Hummel a travaillé comme clinicienne en médecine familiale, en soins palliatifs, au Centre universitaire de santé McGill, avant de rejoindre l'Université de Sherbrooke en 2017. Ses travaux de recherche portent notamment sur les soins palliatifs, les pratiques de fin de vie, la mort assistée, l'accompagnement, le deuil et l'expérience de la maladie. Et elle nous parlera aussi du projet J'accompagne, auquel participe également Mme Lessard. Alors, merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, simplement un petit préambule. Donc, comme on le sait tous, la pandémie a malheureusement causé plusieurs milliers de décès au Québec, des millions de décès à travers le monde. Mais la pandémie a donc laissé au Québec plusieurs milliers de personnes endeuillées. Les réalités de ces personnes endeuillées sont évidemment multiples et diversifiées, mais ont de commun de s'être inscrits dans un contexte social très particulier, un contexte de pandémie. Donc, ce contexte étant exceptionnel, il y a différents chercheurs et cliniciens qui se sont mobilisés pour tenter de comprendre l'expérience des personnes confrontées au deuil depuis le début de la pandémie. Et on a la chance d'en avoir 3 parmi nous ce matin qui vont pouvoir nous parler de ça. Donc, premièrement, j'aimerais savoir, le deuil est donc une expérience qui a fait l'objet d'études depuis plusieurs années. À la lumière de vos recherches, de vos constats cliniques aussi également, en quoi le deuil est-il différent en contexte de pandémie? Donc, on peut commencer en ce qui concerne l'ordre, puisqu'on n'a pas de table en tant que telle. Donc, on peut peut-être commencer avec Mme Lessard, suivie de Mme Hummel, puis M. Cherblanc, si ça vous convient. Ben, en fait, en quoi le deuil est différent en contexte de pandémie, c'est surtout lié, dans le fond, à la difficulté de pouvoir exécuter des rites funéraires qui viennent soutenir le processus de deuil, qui sont restreints évidemment là, par les mesures sanitaires que l'on connaît. Dans ce cadre-là, ben, en fait, ce qui est difficile, c'est que les gens sont privés d'avoir la reconnaissance sociale de la souffrance de deuil. Et également, mais ça devient difficile de vivre son expérience de deuil quand on est dans un moment de crise qui semble ne plus terminer. Donc, c'est ce que je dirais, là, moi, pour ce qui est des particularités là, du deuil en contexte de pandémie. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas, Déborah, si vous vouliez compléter. Oui, bonjour tout le monde. Dans le cadre de la pandémie, spontanément à la question, il y a 2 éléments qui me venaient en tête. Le premier,
c'est, oui, le deuil a été marqué par la situation sociale de pandémie qu'on a vécue collectivement, mais il n'y a pas seulement le deuil, il y a ce qui est arrivé avant le décès aussi qui a été modifié de façon importante. On peut penser pendant la première vague, notamment les interdictions de visite qui a eu lieu dans les CHSLD et résidences au printemps 2020. Pour beaucoup de proches aidants, ça a marqué une rupture importante dans le parcours de la proche aidance et ça a modifié de façon importante aussi les circonstances du décès. On ne pouvait pas être au chevet comme on l'aurait voulu ou comme on le fait souvent dans le cas d'une mort qui s'installe progressivement. Là, on ne parle pas d'un décès qui serait imprévisible, mais ça a modifié beaucoup. Puis c'est comme si ces deux chapitres importants de l'histoire du deuil qui étaient manquants. Et donc, c'est souvent ces traces-là qu'on retrouve, différents éléments autour du parcours de proche aidance qui a été modifié, puis dont on voit des traces dans le parcours dans la trajectoire de deuil après. Fait que ça, c'est cet élément-là, de le voir d'un point de vue trajectoire. Puis le deuxième élément qui a aussi été surprenant dans l'étude qu'on a conduite, c'est la question de la banalisation. Le contexte dans lequel on voit que surtout un peu moins maintenant, mais peut-être plus en 2020, où tous les jours, on avait le nombre de cas, le nombre de décès, puis c'était des nombres importants à un moment donné. C'est comme si on perd le contact avec l'intensité de ce que ça signifie le décès, de ce que ça signifie de perdre quelqu'un. Et oui, il y a les rituels, il y a les mesures, mais il y a aussi de perdre quelqu'un de cher dans une mer de décès, dans un monde de décès, puis en quoi, moi, ma perte, elle est aussi signifiante et douloureuse que la perte de beaucoup de personnes. Ça, c'est des éléments éventuellement qu'on pourra continuer d'approfondir éventuellement. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, vous mettez la table pour qu'on puisse développer ensuite parce que j'aime beaucoup cette idée donc, à la fois de trajectoire, puis effectivement de la banalisation qui peut découler du fait, du fait qu'il y a une grande quantité de décès. Donc oui, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on pourra rebondir un peu plus tard. Merci. Donc, M. Cherblanc, je ne sais pas, vous, comme ça, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez aux particularités du deuil dans le contexte? Oui, en tout cas, bonjour tout le monde déjà. Dans le fond, par rapport à cette question, moi, je trouve que la pandémie a constitué comme une espèce on a vraiment exacerbé ce qui était déjà là, en fait, je trouve, par rapport aux représentations sociales, en particulier de la mort et du deuil. Il y a peut-être une petite inversion quand même que je constate, moi, c'est que dans le fond, habituellement, depuis, je dirais, au moins 50 ans, si ce n'est pas plus, il y a quand même eu un déplacement là, de l'attention de la mort vers le deuil. Donc, on s'intéressait beaucoup moins à la mort qu'au processus du mourir. Là, donc, comment est-ce qu'on les soins palliatifs, etc. Et puis, l'accompagnement des personnes endeuillées. C'était beaucoup plus... dans le fond, la focale était davantage sur ces moments-là. Bon, je trouve qu'avec la pandémie, il y a quand même eu un déplacement et puis qu'on a davantage pris conscience que la mort existait, que la mort, c'était quelque chose qui pouvait arriver, que la science n'y pouvait rien, et que donc il y avait comme un changement de perspective par rapport à ça. Et elle était omniprésente, comme Déborah le soulevait, là, donc statistiquement. Mais je dirais quand même qu'il y a eu pas mal de portraits de personnes qui ont perdu quelqu'un ou de personnes qui sont décédées pendant la pandémie. Donc, je ne sais pas si il y a quand même eu une certaine humanisation là, de ces morts, quand même, enfin, je pense, là, malgré l'omniprésence des chiffres et des statistiques. Donc, pour ce qui concerne, dans le fond, le deuil pendant cette pandémie, donc cet élément-là, donc une espèce de déplacement de la focale. Puis je trouve aussi que il y a eu, dans le fond, une perte d'importance accordée à la santé mentale, puis en particulier reliée au deuil, donc à la santé mentale et spirituelle d'une personne en deuil. Donc c'est comme si toute l'attention de la santé publique en particulier s'était portée sur la santé physique, et puis qu'on avait donc mis de côté
le deuil comme un élément important favorisant la santé globale, en fait. Donc, c'est deux ou trois constats là, que je pourrais amener comme pour me mettre la table. Oui, pardon. Oui, merci. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui veut rebondir. Sinon, j'aurais peut-être une question qui découle de votre intervention. Donc, en fait, c'est que je constate que vous disiez, donc, je remarque que Déborah nous parlait tout à l'heure d'une réalité de banalisation du deuil. Vous nous parlez ici d'une réalité d'humanisation du deuil. Donc, j'aimerais vous entendre peut-être tous les deux par rapport à ça. C'est tout à fait possible que les deux cohabitent, voir que toutes les personnes ne sont pas confrontées à la même expérience. Donc, dans certains cas, dans certains milieux, il y a des gens qui ont vu leur processus être reconnu, être accueilli, alors que dans d'autres, ça peut avoir été banalisé. Mais j'aimerais vous entendre à ce sujet-là parce que je perçois ici qu'il y a une différence dans les constats que vous tirez de vos recherches. Je peux y aller. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Moi, je pense que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs et qu'ils peuvent tout à fait coexister. Il y a effectivement, je pense, eu l'opinion publique aussi ou par les médias, il y a eu une conscientisation peut-être quand on a coupé les visites je sais en tout cas que pour Mélanie Vachon et moi-même, là, c'est à l'annonce de la fermeture des visites au proche aidant qui a fait comme OK, ça n'a pas d'allure, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, la réalité de OK, on ne peut plus aller rendre visite à nos proches aidants, les personnes sont en train de décéder dans des conditions difficiles, seules. Je pense qu'effectivement, ça a ramené la lumière sur l'importance des conditions de l'accompagnement de fin de vie puis du deuil dans notre société, alors qu'on a tendance à l'occulter. Je ne vais pas m'improviser anthropologue, là, il y en a d'autres qui pourront commenter peut-être de façon plus adéquate, mais on a tendance à tasser, c'est menaçant pour notre existence, au plan psychique, de savoir qu'on a une finitude, c'est angoissant. Fait qu'on a tendance à tasser ça de notre champ de conscience dans une certaine mesure. Donc oui, la pandémie a ramené le fait qu'on peut mourir, que des gens autour de nous peuvent mourir, puis que quelque part, l'humanité est peut-être pas si forte, l'être humain est peut-être pas si fort qu'il le pense. Après, moi, quand je parlais de la banalisation, c'est auprès des témoignages que j'ai rencontrés de personnes endeuillées, notamment, qui disaient avoir reçu de leur entourage des commentaires des fois extrêmement difficiles, genre, ben, ta mère était âgée, elle serait décédée de toute façon. Genre, de quoi tu te plains? C'est là, ce genre-là, où dire, ben, il y a plein de gens qui meurent en ce moment. Donc, c'est là où je pense que dans l'individuel ou dans ces éléments-là, ça peut être extrêmement blessant. Mais je pense que de façon plus large, on a ouvert sur l'importance de l'accompagnement de fin de vie, du deuil comme des processus culturels qui sont importants et qui sont peut-être mis à la base de notre condition humaine puis de comment on fait sens avec notre existence. Oui, tout à fait. Merci. Si je peux ajouter aussi là, par rapport au fait que, surtout au moment de la première vague, la banalisation, elle est aussi en lien avec une certaine forme d'âgisme parce que c'est les personnes âgées qui décédaient dans des conditions qui étaient assez inhumaines, en fait. Puis, oui, il y a le discours des gens qui disent oui, mais c'était des personnes qui étaient pour mourir aussi. Tu sais, on va banaliser. On ne reconnaît pas, en fait, la souffrance. Oui, ces personnes-là étaient pour décéder, mais on parle des conditions dans lesquelles elles sont décédées. Et moi, je trouve quand même jusqu'à ce jour, c'est resté assez tassé en arrière, là, dans le sens que ça fait quand même 18 mois et on en parle pas beaucoup dans l'espace public de ces morts-là. On n'a pas fait grand-chose pour les commémorer et honorer ces morts-là. Il y a quand même une espèce de double discours. Oui, ça va jeter un éclairage sur l'importance de l'accompagnement en fin de vie, hein, puis de donner un peu plus d'espace à la mort dans une société qui est en déni finalement de la mort, qui est toujours orientée vers l'avenir, vers la jeunesse. On combat finalement la mort. Et je trouve quand même que, tout en ayant jeté l'éclairage sur cette importance-là, mais il n'y a pas vraiment d'actions qui ont suivi. Puis, c'est quand même encore
assez fréquent là, que les gens vont avoir ces pensées-là, comme quoi que c'était des personnes âgées qui étaient pour décéder de toute façon. Fait qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire pour conscientiser les gens aux réalités de la fin de vie et de la mort. Puis c'est quand même quelque chose plus, tu sais, on le sait que le vieillissement de la population, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont décéder à chaque année. Il y a de plus en plus de familles qui vont devoir accompagner ces proches-là. Donc, je suis pas si certaine que ça, que ça va être que c'est une prise de conscience qui va donner qui va avoir des retombées concrètes. J'ai plus l'impression que c'est là, on doit le vivre. On le ressent, puis aussitôt que ça redescend, on retasse ça en arrière, puis on continue. Les gens veulent continuer finalement à retrouver leur normalité, là. Oui, effectivement. Je pense que vous amenez un point important. Je ne sais pas, M. Cherblanc, si vous vouliez rebondir là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un déplacement vers la mort, donc, mais il n'y a pas eu d'importance accordée au deuil. Donc, c'est ce que j'essayais de dire. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le deuil, moi, je dirais qu'il continue son évolution dans les représentations sociales de celui-ci, c'est-à-dire qu'on conçoit le deuil comme quelque chose de personnel, d'intime, qui ne doit pas prendre beaucoup de temps, qu'on peut reporter aussi. Là, tu feras ton deuil plus tard. Là, pour l'instant, il faut faire ceci. Donc, c'est des choses qu'on entendait déjà avant. Donc, je dirais que le contexte de la pandémie n'a pas changé grand-chose par rapport à ça, si ce n'est que ça a exacerbé ça, en fait. C'est que, dans le fond, on a porté l'attention sur la mort, cette incongruité. Là, comment ça se fait qu'on peut encore mourir aujourd'hui, donc, on essaye de se rassurer en se disant c'est juste des personnes âgées, c'est normal, etc. C'est naturel. Mais il n'empêche qu'on a été confrontés nous-mêmes à la peur de mourir, à la peur qu'un proche soit atteint de la pandémie. Donc, c'est tous des éléments qui viennent nous confronter à ce qui est la finalité ultime, la finitude de l'être humain. Donc, c'est des éléments auxquels on réagit, puis on réagit jamais de la bonne façon, en fait, là, à part le moment de prendre le temps, et ça, on ne prend pas ce temps-là. Donc là, c'est juste par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Moi, je trouve que, dans le fond, ce que la pandémie a permis, c'est de prendre conscience de la mort, de donner une importance à la mort, aux conditions de mort dans la société québécoise actuelle. Mais par contre, par rapport au deuil, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. On est toujours pris avec les mêmes fuites et les mêmes, c'est ça, l'individualisation, etc. Et puis l'intimisation du deuil. Oui, merci. J'aimerais entendre les autres par rapport à ça. Est-ce que vous avez vu qu'il y a eu des transformations au niveau du deuil, justement, qui peuvent avoir été vécues? Parce que je trouve que c'est intéressant, effectivement, de mettre en lumière aussi ce qui n'a pas été transformé par le contexte de la pandémie. Donc, de voir le revers un peu de l'accent qu'on a pu mettre sur les choses qui se sont transformées. Donc, au contraire, comme vous le dites, de voir qu'est-ce que ça a mis en lumière qui était déjà présent et qui l'est encore. Donc, j'aimerais entendre aussi les autres, si vous voyez aussi des choses au niveau du deuil qui se sont transformées. En fait, moi, ce que je veux apporter, c'est surtout en lien avec la dimension aussi du deuil, en lien avec les rites funéraires, les rites funéraires qui viennent soutenir le processus de deuil. Dans les expériences des gens qui nous rapportaient, on a pu voir qu'il y avait quand même des stratégies d'adaptation des rites funéraires aux contraintes là, et aux mesures sanitaires. Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même il y a des gens qui ont adapté leur rite aux contraintes sanitaires, c'est-à-dire qu'on va faire soit des cérémonies virtuelles ou limitées en salon. Mais il y a aussi des rites qui ont été adaptés aux besoins des endeuillés. Et à ce moment-là, ce qu'on a pu observer, c'est que les gens, en faisant des cérémonies virtuelles, en fait, ça introduisait une dimension collective qui n'est pas nécessairement présente quand on se présente dans un salon funéraire. Souvent, la famille va attendre de recevoir les condoléances. Les gens vont aller présenter leurs condoléances, puis peut-être raconter une anecdote, mais ça va se faire souvent d'une personne à une autre ou à la famille. Tandis que là, c'était vraiment un moment où est-ce que tous les gens sont présents en même temps et vont partager des souvenirs que tout le monde va entendre, que tout le monde va pouvoir partager. Donc, il y a cette dimension collective-là qui était présente puis qui apportait quand même un réconfort puis une reconnaissance sociale justement du deuil. Évidemment, ce n'est pas toutes les familles, ce n'est pas tous les endeuillés qui sont parvenus à faire ça, mais c'était quand même intéressant de voir que, il y a comme une dimension collective qui a réussi à s'incruster, si on veut, là, dans le monde virtuel.
Oui, tout à fait. C'est intéressant de voir effectivement qu'il y a pu y avoir des initiatives, des choses qui ont été mises en place. Donc on peut voir que ça a permis peut-être de développer certaines choses qui existaient déjà. On sait qu'il y a des gens qui faisaient déjà des cérémonies à distance, notamment pour les gens qui ont de la famille qui est à l'extérieur, etc. Mais c'était quand même plus marginal. Là, évidemment, ça a été beaucoup plus commun. Donc, c'est intéressant, effectivement, ce que vous amenez au niveau du fait que donc, c'est devenu un processus qui était très, très ouvert, partagé peut-être plus largement, si je comprends bien ce que vous dites, dans le sens où que les gens le partageaient en groupe. Donc, merci. Je ne sais pas. Oui, je suis d'accord avec l'idée que le deuil, on a continué à le voir comme un processus qui est personnel, qui est intime, qui peut être reporté, là, comme le disait M. Cherblanc. Puis je pense que la nuance que tu amènes, Émilie, oui, elle amène quelque chose du collectif, mais je pense qu'elle reste dans quelque chose de l'intime. J'ai l'impression que tu nuanceras là, si tu n'es pas d'accord avec moi, là, mais qu'on est dans un collectif qui est intime. À l'inverse, je trouve que on peut aussi comprendre les mesures sanitaires puis les restrictions importantes qui ont été faites autour des cérémonies puis de la possibilité de pouvoir se rassembler, puis surtout en 2020, là, au début, entre la première et la deuxième vague, quand ça a été reporté de façon très longue, c'était difficile d'avoir accès même au reste de son proche, puis de pouvoir planifier tous les cérémonies funéraires qu'on voulait faire. Mais je pense que ça montre aussi que le deuil, c'est individualisé. C'est comme si le gouvernement s'est permis de dire, OK, ben, on va mettre sur pause aussi les services funéraires parce que finalement, le deuil, ça nous amène quelque part aussi le message que le deuil, mais ça relève de la sphère privée, ça relève de l'intime, même si on le fait en ligne et puis qu'on est tous ensemble, c'est comme si c'est pas la société ou c'est pas... En tout cas, j'ai de la difficulté à trouver les mots, mais c'est comme si on est dans l'intime puis dans le collectif, mais on n'est pas nécessairement dans une reconnaissance sociale. Ça reste qu'on le vit avec nos proches comme un petit peu caché, mais que c'est pas aussi soutenant peut-être que ça pourrait l'être si on était dans un niveau encore plus social ou collectif. Oui, bien, en fait, je voudrais juste rebondir là, sur ce que tu viens de dire. Tu sais, de un, il y a quand même c'est une minorité, tu sais, de familles qui ont réussi ça, mais le fait aussi de le vivre de manière virtuelle, mais ça rend la perte encore plus immatérielle. Le deuil est comme un peu partout et nulle part en même temps à ce niveau-là, là. Mais je voulais juste amener une petite nuance au fait qu'il y en a qui ont quand même réussi je ne peux pas dire réinventer, mais d'introduire une dimension collective, tu sais, au rite traditionnel. Mais il faut rappeler que la majorité des familles ont dû opter pour reporter les funérailles et qui sont restés quand même dans l'attente. Leur deuil demeure dans une attente, là, finalement, là, parce qu'on n'est pas capable de faire les funérailles qu'on juge digne de l'être cher. Puis, tu sais, il y en a d'autres aussi qui ont fait des funérailles, comme je le mentionnais, là, qui étaient adaptées aux contraintes puis qui n'étaient pas efficaces au niveau du deuil, là, finalement, qui va retrancher encore plus le deuil dans la sphère intime et privée, là. Oui, c'est intéressant. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que c'est une question que je me pose depuis le tout début de la pandémie, puis que je vois des fois avec des gens que je vois en clinique. Le fait donc que les rituels funéraires aient été reportés pour plusieurs personnes, donc qui ont pris cette décision-là ou qui ont été forcés de le faire, tout dépendamment du moment auquel ils ont vécu la perte. Qu'est-ce que ça met en attente dans le processus du deuil? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui se vit quand même s'il n'y a pas eu le rituel, mais qu'est-ce qui reste en attente selon vous trois? Vous aurez peut-être une perspective différente, mais qu'est-ce qui se vit, donc malgré le fait qu'on n'a pas accès au rituel comme deuil, mais qu'est-ce qui reste en attente aussi, à votre avis? Je ne sais pas si vous avez envie de répondre à cette question-là. Ben, en fait, d'emblée, ce qu'on attend, c'est d'intégrer la perte. C'est de la matérialiser aussi. Pour ma part, c'est ça qui reste en attente. C'est qu'on attend la puis matérialiser la perte là, et en fait, à un niveau plus psychologique, là, on veut comme un peu rétablir, on veut transformer l'absence en présence et on est dans cette attente-là finalement. Oui. Je ne sais pas, Déborah. Oui, absolument. Et j'allais ajouter en particulier dans un contexte où souvent
l'accompagnement, il y a une rupture dans l'accompagnement puis dans le parcours de proche aidance. Et c'est d'autant plus comme surréaliste de dire, OK, la personne est décédée, mais on n'a pas été au chevet, on n'a pas nécessairement pu observer. Moi, je le sais, là, comme clinicienne qui a travaillé en soins palliatifs, le fait de pouvoir voir, on le voyait quand il y avait des membres de famille qui étaient loin. On avait beau leur dire, leur expliquer, ou les membres de famille qui étaient proches l'expliquer, mais quand on vient vraiment au chevet, puis qu'on peut voir, puis qu'on peut sentir, puis qu'on peut observer vraiment avec nos sens le déclin de la personne, il y a un processus qui est facilité dans « OK, c'est vrai ce qu'on me dit, là, c'est pas juste une image, il y a quelque chose de concret qui est différent. » Donc souvent, le contexte de pandémie, les mesures sanitaires ont fait qu'on a pu être moins au chevet, on a moins pu voir le déclin, on a moins pu être présent, moins pu être là dans l'accompagnement. Souvent, en plus, le déclin est arrivé de façon extrêmement rapide, surtout pendant la première vague. Les personnes âgées pouvaient parler au téléphone à leurs proches le matin puis être décédées le soir. On a eu vraiment plusieurs témoignages de la sorte, ce qui fait que c'est encore plus dur à intégrer. Puis, quand on ne peut pas non plus concrètement aller au salon, aller faire des cérémonies, voir les autres, ça rend aussi, c'est des jalons sur un parcours, puis ça aide à se réconforter, ça aide à comprendre où on en est rendu. Il y a ça, puis l'autre élément qui venait aussi, qui peut venir aussi, c'est la culpabilité. Je ne suis pas capable de faire, là, des personnes qu'on a rencontrées qui étaient plus religieuses puis qui avaient vraiment un besoin de suivre, bien, les mesures leur ont peut-être pas permis de faire ce que d'habitude on fait à tel jour après le décès puis dans telle circonstance. Je n'ai pas pu le faire. Ça me fait de la peine, disait la personne, mais en plus, il y a de la culpabilité c'est comme si je ne prends pas soin, je ne suis pas en mesure de prendre soin puis de donner le meilleur que j'aurais voulu. Et que peut embarquer des ressentiments puis de la culpabilité. Puis ça, ben, c'est documenté que ça n'aide pas là, dans le processus de deuil. Mm-hmm. Oui, merci. Je ne sais pas, M. Cherblanc, si vous avez quelque chose aussi à ajouter par rapport à ça, que ce soit par rapport à la trajectoire, donc que là, on aborde aussi, ou à ce qui reste en plan, puis ce qui peut évoluer dans le deuil malgré les contraintes au niveau des rituels. Écoutez, j'ai envie de réagir à chacune de ces choses-là. Par rapport à notre étude, donc nous, notre étude, c'est Covid-Deuil, donc une étude qui a commencé cette année et qui s'étend sur 3 ans. Donc, je vous dirais que pour les trajectoires de deuil, là, comment est-ce que le deuil va évaluer avec le temps, on s'en reparlera dans quelques années. Mais pour le moment, on a des données qu'on a collectées donc, au mois de mai. Et par rapport à ces données-là, elles confirment en fait ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique mondiale là, par rapport à ce que mes collègues amènent. Là, donc, la difficulté, nous on conçoit les rites funéraires et le deuil dans tout le processus, dans tout le mourir, là ça commence avant, pendant et après, donc le deuil commence avant. Donc là il y a eu beaucoup de coupures, il y a eu beaucoup de concentration là, dans le fond temporelle. Et donc tout ça, ça doit avoir des influences. Nous, en termes de prévalence là, de complications du deuil, ce qu'on voit, c'est des scores qui s'apparentent à des contextes traumatiques, là, des contextes de catastrophes en fait, que ce soit des catastrophes naturelles ou technologiques. Donc parmi nos répondants, les deuils complexes et persistants, par exemple, c'est autour de 15%. Donc c'est ce qu'on retrouve dans des situations de catastrophe, pas en situation normale, quoi. Donc, il se passe quelque chose quand même. Il se passe quand même quelque chose. Puis donc, le contexte participe, là, le contexte traumatique là, d'une crise socio-sanitaire, mais aussi les coupures dont parlent mes collègues. Je dirais quand même que ce qu'on va creuser par des entretiens en particulier, je ne sais pas si la culpabilité n'est pas, dans une certaine mesure, comblée ou atténuée, en fait, par le fait que c'était des restrictions qui n'étaient pas dues au choix des personnes. En fait. Donc, on était dans un contexte qui était la société. Ce qu'on sait en sociologie, en anthropologie, c'est qu'on pense qu'on agit toujours librement, mais qu'en fait, on s'inscrit dans des normes et on répond dans un cadre social particulier. Donc là, comme le soulevaient mes collègues, pourquoi est-ce qu'on a pu se permettre de couper dans les rituels collectifs? C'est parce que socialement,
les rituels collectifs, ils étaient moins importants que le reste. Donc, on est dans un contexte culturel qui fait que déjà avant, en fait, le deuil, ce n'était pas quelque chose qui se vivait collectivement, c'est quelque chose qu'on vivait individuellement, etc. Et toutes les restrictions venaient dans un contexte, est-ce que ça va passer socialement? On allait jusqu'à la limite des restrictions qui allaient être tolérées par la population. Donc, si on a vécu ce qu'on a vécu, c'est parce qu'il y a un calcul qui a été fait qui était que ça passe, les gens sont prêts à le faire. Donc, ça, c'est pas des... La culpabilité a semblé être atténuée par le fait que déjà, on se comportait un peu comme ça. Les intervenants funéraires, ils nous disaient, là, les gens, ils n'en veulent pas des cérémonies collectives, mais là, on leur enlève et là, ils se mettent à en vouloir. Avant, ils n'en voulaient pas déjà. Il fallait un peu les forcer pour qu'ils en fassent. Puisque ça a pu amener d'un autre côté, c'est comme le soulevait Mme Lessard, c'est que dans le fond, on a des initiatives, de la créativité qui se met en place. Et il y a, pour une minorité de personnes, la pandémie a constitué une possibilité de faire autrement, puis de faire peut-être plus comme ils voulaient. Donc, de ne pas confier un salon funéraire à l'organisation des rituels. Des salons funéraires, ce qu'ils pouvaient faire, c'est disposer du corps, là, mais à part ça, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc, il a fallu se prendre en main. Donc là, il y a comme eu un travail à faire. Donc, les endeuillés ont dû travailler, ils ont dû faire des choses, ils ont dû créer, innover. Puis plutôt que de voir une dépense, là, on pourrait dire que c'est un investissement symbolique, en fait. Donc peut-être que c'est une source de protection pour le deuil de ces personnes-là. Mais ces personnes-là, il fallait qu'elles aient les ressources pour le faire. Donc ça, c'est pas évident que toutes les personnes avaient ces ressources-là. Oui, tout à fait, merci. Je voulais juste rebondir sur la question de la culpabilité parce que ça m'a chicoté un petit peu. Je pense que, en tout cas, parce que je dis ça m'a chicoté parce que je l'ai constaté, en tout cas, auprès des endeuillés qu'on a rencontrés, nous, dans notre projet. La culpabilité, oui, on peut dire, elle pourrait être rationalisée par, c'était les mesures sanitaires, je ne pouvais pas le faire de toute façon, ce n'était pas de la mauvaise volonté, ce n'était pas de ma faute. Oui, ça peut être rationalisé, mais ça peut aussi, au contraire, amener des gens à vivre une profonde impuissance. Je ne pouvais pas y aller. On m'a coupé les ailes, on m'a interdit, puis ça peut faire verser aussi dans d'autres, dans un fond plus de colère ou de frustration par rapport à la situation, d'incompréhension, puis c'est comme aller vers quelque chose qui serait plus difficile. Puis l'autre élément qu'on a aussi remarqué, puis qui laissait des traces dans le deuil, c'est la question des dilemmes moraux dans lesquels certaines personnes se sont retrouvées, certaines personnes accompagnantes. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? On me dit que je risque d'être contaminée. Là, on se parle surtout, nos données sont beaucoup autour de la première vague. On en a suivi quelques-uns après quelques entrevues, mais la majorité de nos données sont sur des accompagnements de la première vague, où on ne connaissait pas encore très bien le virus, puis où il y a des gens qui se sont sentis vraiment pris entre mes enfants ont peur que je sois contaminée, je dois choisir entre aller dire au revoir à mon père ou rester avec mes enfants, qui est peut-être des comorbidités. Puis ça peut être extrêmement difficile. On a aussi une participante, elle, qui avait son père et sa mère qui étaient dans 2 milieux de soins différents. Fait qu'elle a dû choisir si elle allait voir qui étaient les deux atteints, puis qui allaient les deux éventuellement décéder pendant la pandémie, mais elle a dû choisir si elle allait dire au revoir à son père ou à sa mère. Fait il y a quand même ce contexte particulier où c'est ça qui modèle un petit peu la façon dont on peut aller. Ça peut venir à l'encontre d'un élan naturel qu'on aurait d'accompagner, puis il y a quelque chose, à mon avis, de profondément humain d'aller auprès de la personne vers sa fin de vie qui, dans nombreux cas, a été bouleversée et ça peut laisser des traces dans le processus de deuil. Merci. Donc, je trouve intéressant effectivement qu'on aborde cette question de la culpabilité parce qu'on sait que dans le processus de deuil, c'est quelque chose qui est très commun, très fréquent que de vivre un sentiment de culpabilité. Mais là, ce que je vois ici, c'est qu'il a pu prendre une intensité différente, une couleur différente en lien avec le contexte puis les restrictions. Donc, je pense que ça illustre bien, mais c'est intéressant cette question-là de la culpabilité, comment elle peut avoir été vécue dans ce contexte-là particulier puis comment elle peut encore être vécue aussi.
Pour poursuivre un peu, je sais que tout à l'heure, quand je vous ai présenté, on a pu voir que vous venez chacun de perspectives théoriques disciplinaires différentes. Je crois que c'est une des richesses de cette table ronde. Donc, ce qui m'amène à vouloir vous poser la question, à la lumière de chacune de vos disciplines respectives, comment est-ce que vous concevez, qu'est-ce que vous voyez du deuil en contexte de pandémie? Qu'est-ce que votre discipline peut amener comme réflexion par rapport au deuil en contexte de pandémie? Parce que je pense que c'est une richesse de cette table ronde que d'avoir des perspectives différentes à ce niveau-là. Donc, on peut peut-être commencer avec Madame Lessard pour que vous nous présentiez un peu ce que votre discipline peut nous dire d'intéressant, de porteur, de signifiant par rapport au deuil qui a été vécu et qui est encore vécu en contexte de pandémie. Oui, ben en fait, moi, je situe surtout le deuil dans une perspective évolutionniste là, plutôt qu'une perspective psychologique ou médicale, parce que dans le fond, la perspective évolutionniste vient expliquer l'origine et la fonction du deuil et aussi le recours au rite funéraire là, pour soutenir le processus de deuil. Et ça, ben, en fait, ça permet là, d'ancrer les analyses anthropologiques dans les expériences de deuil qu'on va observer dans différents contextes, là, dont ici, là, en contexte pandémique, et ça permet un travail de mise en sens qui permet de comprendre la diversité des expériences de deuil. Donc, d'une part, ça permet d'expliquer la fonction pour mieux comprendre les expériences de deuil. Donc, c'est ça que je peux apporter comme perspective. Oui, effectivement, merci. Puis je pense que c'est peut-être une perspective qu'on n'entend pas tellement souvent, mais qui effectivement est très riche, nous permet de comprendre autrement le deuil. Donc, on peut poursuivre avec Déborah, puis par la suite, M. Cherblanc, pour voir un peu comment, à la lumière de chacune de vos disciplines, on peut comprendre certaines choses du deuil en contexte de pandémie. Mais je pense que de par la psychologie clinique, bien, on peut vraiment plus voir le deuil comme comment le deuil ou comment la perte va pouvoir être intégrée au plan psychique, puis comment au plan relationnel, on développe la relation avec une personne qui est de chair et en chair et en os qu'on côtoie dans son quotidien, puis comment le travail de deuil amène à transformer cette relation avec une relation qui est plus au plan symbolique, puis comment ça s'intègre dans l'histoire de vie de la personne. C'est sûr qu'on a un point de vue un peu plus individuel, puis aussi associé, je pense, davantage à OK, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on rencontre des personnes, c'est bien joli toutes ces théories, là, mais concrètement, si j'ai une personne, si mon voisin est endeuillé, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux le soutenir? Est-ce qu'il y a des éléments concrets ou des choses qu'il ne faudrait pas faire? Fait qu'il y a aussi un pont, je pense, qui est important à faire avec l'intervention. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour soutenir ces personnes-là? Oui, effectivement, dans toute la perspective clinique, on peut voir comment ça peut amener un autre regard aussi sur cette expérience-là. Je ne sais pas, M. Cherblanc, vous, ce que vous auriez à ajouter à ce sujet-là? Oui, ben, en droite ligne avec ce que ma collègue vient de dire, dans le fond, la sociologie ou l'anthropologie, là, n'ont pas pour finalité là, de guérir ou de soigner les personnes endeuillées. Par rapport à d'autres disciplines comme la psychologie, les sciences infirmières ou même le travail social, par exemple. Nous, l'anthropologie ou la sociologie, ça permet de décrire, dans le fond, et d'interpréter des pratiques et des représentations, si possible, dans un temps et un moment donné, là, donc comme pendant la pandémie. Donc, dans le fond, c'est de montrer et de réfléchir là, de façon descriptive, mais aussi critique, là, sur le contexte, le cadre physique, social, culturel dans lequel interviennent donc, justement les soignants, les endeuillés, puis les législateurs aussi. Là. Donc, c'est vraiment s'intéresser au regard, s'intéresser au cadre, aux normes sociales et culturelles qui se cachent derrière les pratiques et les représentations individuelles actuelles. Donc, c'est plus de comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi est-ce qu'on agit ainsi, puisque ça nous dit la société dans laquelle on vit, en fait. Donc, nous, notre regard est davantage de ce point de vue-là. Donc, il permet un peu de comprendre pourquoi est-ce que aujourd'hui, le deuil, on le conçoit comme un travail et on parle beaucoup moins de porter le deuil ou d'être en deuil, mais plutôt de faire son deuil. Donc, tout ça, ça nous dit quelque chose de la société dans laquelle on vit. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que le deuil prend cette place aujourd'hui dans une situation comme celle de la pandémie, où tout est exacerbé. Donc, ce qui était déjà là devient encore plus
plus fort, en fait. Oui, effectivement, merci. Puis j'ai envie de rebondir, je ne sais pas si les autres, vous en avez envie aussi, mais sur cette idée-là, donc des différences entre porter le deuil, faire le travail de deuil. Quelles sont les différences que vous voyez justement, ce que ça peut nous dire socialement, mais comment ça peut être vécu psychologiquement aussi différemment quand on conçoit qu'on porte le deuil versus qu'on fait le travail de deuil? J'aimerais ça vous entendre à ce sujet-là parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant aussi. Donc, je ne sais pas si un de vous trois veut répondre à cette question-là. Ça peut aussi être vous, M. Cherblanc, puisque vous venez de l'amener. Vous voulez que je réponde à mon propre problème que j'ai posé, c'est ça? Je ne sais pas si les collègues veulent réagir, je peux leur laisser la parole volontiers. Ben oui, je pourrais y aller, toujours en recadrant hein, dans la fonction du rite funéraire, en fait. Parce que le rite funéraire vient soutenir le processus de deuil. Donc, de mon point de vue, c'est un processus, c'est pas nécessairement un travail ou, ou porter un deuil. Tu sais, qu'est-ce que ça nous apprend, en fait, quand je parlais tantôt plutôt des origines et de la fonction, mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a trois invariants du rite funéraire qui viennent soutenir le processus de deuil. Donc, que ce soit dans toutes les cultures, à toutes les époques, il y a une diversité de pratiques funéraires, mais il y a trois invariants qui démontrent à quel point le deuil, c'est un processus. Donc, le premier invariant, en fait, c'est le besoin de voir la dépouille hein, pour prendre conscience de la perte, ce qui permet d'amorcer, évidemment, quand on prend conscience de la perte, on va amorcer le processus de deuil. Ensuite, il y a le besoin de cacher la dépouille. Hein. Peut-être donner quelques exemples. Il y a des cultures qu'on va incinérer, ensevelir. Il y en a d'autres qui vont faire d'autres types de pratiques. Donc, on a besoin de cacher la dépouille. Et là, ça vient rejoindre un peu ce qu'on dit comme le travail de deuil. En fait, en quoi ça consiste le processus de deuil? Ben, c'est de transformer l'absence de la personne, de l'être cher, en une nouvelle présence. Donc, le besoin de cacher la dépouille, ça correspond en fait à cette partie-là là, de la transformation. Puis enfin, il y a ce qu'on appelle la sacralisation ou le moment où on réussit à parvenir à métamorphoser le mort en défunt. Donc, ou du niveau plus psychologique, à transformer l'absence en une présence. Donc, c'est un processus et non nécessairement un travail. Puis c'est un processus, donc ça veut dire que des fois, c'est pas nécessairement linéaire dans le sens qu'il y a des gens qui vont réussir, qui vont parvenir finalement à le faire beaucoup plus facilement et d'autres, ils vont rester dans l'incapacité finalement de terminer ce processus-là. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment un processus, le deuil. Puis, je n'ai pas mentionné tantôt quand je parlais des perspectives évolutionnistes, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le deuil, en fait, c'est un trait adaptatif. C'est un produit dérivé de l'attachement et c'est également un trait adaptatif. Donc, c'est quelque chose, le deuil, en fait, c'est quelque chose qui est normal puis qui est souhaitable face à la rupture des liens d'attachement. Donc, moi, c'est la perspective que je veux amener là, c'est vraiment un processus, puis on use de toutes sortes de créativité rituelle pour essayer de soutenir ce processus-là. Tout à fait, merci, oui. Je vois que, oui, vous voulez revenir, Déborah, oui. Moi, quand Jacques parlait de quelqu'un qui porte le deuil, quelqu'un qui fait un travail de deuil, ben, moi, ce qui me venait à ce moment-là, c'est des images de différents endeuillés. Puis c'est comme si, moi, mon système cognitif, il faisait des catégorisations. Il disait, OK, c'est vrai, il y a comme, on dirait que je voyais des endeuillés que j'avais rencontrés qui, eux, c'est comme si j'avais l'impression effectivement que c'était tellement gros, c'était tellement lourd qu'ils en étaient contraints à porter leur deuil. C'est comme si effectivement c'était un poids, puis il y avait comme une lourdeur associée, comme un deuil qui est effectivement plus difficile. Et d'autres, effectivement, si on voit le travail, là, je vois peut-être effectivement plus le processus ou la trajectoire. Moi, je préfère la trajectoire parce que ce que j'aime moins, moi, dans l'idée du processus, c'est comme si dans le processus, il y a une fin, qu'il faut comme y arriver pour finir le processus, alors que c'est comme quand on parle de la résolution du deuil, j'ai toujours de la difficulté avec un matin, on se lève, puis le deuil est résolu. J'aime mieux parler d'une trajectoire, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est plus peut-être fluide ou qui s'adapte, parce que quelque part, ben, il ne s'arrêtera pas le deuil.
la personne, si on parle de la trajectoire comme la transformation, effectivement, d'établir un autre lien avec cette personne, plus au plan symbolique, ben, le symbole, il ne va pas disparaître quelque part. C'est pour tout le reste de notre vie qu'on va avoir intégré cette personne-là avec un lien symbolique. C'était ça les réactions par rapport à porter son deuil ou travail de deuil. Je pense que ce qui est dans le travail de deuil qui est intéressant aussi, qui montre peut-être qu'effectivement, il y a un effort à faire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait ou peut-être que notre société va mieux le comprendre qu'il y a un travail à faire, qu'il y a de l'énergie à avoir, il y a du temps qui est nécessaire, il y a un espace, ça ne se fait pas tout seul pendant la nuit, puis on se réveille, puis c'est réglé. Fait que peut-être que ça peut nous servir à aider à la société à prendre conscience que c'est quelque chose qui demande du temps. Voilà. Oui, merci. Puis je vois qu'on a quelques réactions, puis quelques questions. Je vais vous lire une réaction, notamment de Joanne de Montigny, qui justement tout à l'heure va nous faire une conférence, mais qui mentionne l'un vivra et évoluera avec le deuil, il parviendra à cicatriser la blessure de la perte et à vivre autrement, en l'absence physique de l'autre et en récupérant le lien préexistant. Donc, je trouve que c'est une très belle manière aussi de concevoir le deuil, puis évidemment, probablement qu'on aura l'occasion de l'entendre un peu plus à ce sujet-là. Mais merci pour vos réponses. Je pense que c'est intéressant, oui, de réfléchir à toute cette question-là, de porter le deuil, le travail de deuil, puis quand on réfléchit aussi à comment ça a été théorisé, c'est aussi vraiment très, très intéressant. Sinon, je vois qu'on a quelques questions donc, qui nous viennent des spectateurs qu'on a en ligne. Donc, je peux peut-être vous poser une des questions qui nous a été posée, puis qui rejoint ce que vous avez mentionné antérieurement en tout début de table ronde. Donc, une personne qui nous demande, est-ce que le deuil par COVID est vécu différemment pour ceux qui ont perdu quelqu'un de plus jeune et hors CHSLD, comparativement à ceux qui ont perdu une personne plus âgée? Donc, je ne sais pas si quelqu'un entre vous aimerait répondre donc, à cette question-là du facteur âge de la personne qui est décédée, voire de son milieu de vie. Je vais répondre, mais en fait, je ne répondrai pas vraiment. Dans, fond, dans notre étude COVID-deuil, l'essentiel des répondants étaient âgés en moyenne de 50 ans et avaient perdu un parent. Donc, du fait de cette particularité de nos répondants, on a eu peu de répondants qui ont répondu pour quelqu'un qui avait perdu un proche en bas âge. Donc, je ne peux pas faire de comparaison, je ne peux pas faire d'analyse statistique par rapport à ça. Peut-être juste un lien par rapport à ce qui a été dit précédemment. Sur les représentations justement de la mort, de la fin de vie et du deuil là, par rapport aux personnes âgées. Il y a beaucoup de gens là, parmi nos répondants aussi qui disaient que dans le fond, ils auraient souhaité pouvoir aller accompagner leurs proches mourants. Il ne faut quand même pas oublier qu'avant la pandémie, il y avait plein de soignants qui critiquaient le fait qu'il y a plein de personnes qui mouraient seules en CHSLD. Là. Donc, ça n'a pas attendu la pandémie pour se produire. Dans le fond, ce qui est dommageable, c'est pour les personnes qui voulaient, là, qui souhaitaient. Puis dans nos répondants, on en a beaucoup. Ceux qui répondent, là, qui auraient souhaité pouvoir être présents. Mais je veux dire, on est quand même dans une société dans laquelle ça se produisait avant, quoi. Donc, ça amène à une remise en perspective aussi. Oui, effectivement, merci. Je ne sais pas si Déborah ou Émilie, vous avez des réflexions par rapport à ça. Peut-être effectivement que dans votre cas aussi, vous n'êtes pas en mesure nécessairement de comparer, mais est-ce que vous observez des particularités qui sont liées, par exemple, au fait que les décès peuvent avoir été vécus en contexte d'âge plus avancé versus moins avancé? Bien, évidemment, on n'a pas vraiment de données, étant donné que c'était vraiment la première vague qui a surtout frappé les personnes âgées. Donc, c'est un petit peu difficile là, de se prononcer là-dessus, mais moi, j'irais dans le même sens que M. Cherblanc, à l'effet que finalement, les tendances étaient déjà présentes avant la pandémie, les tendances à avoir, dans le fond, à réduire le deuil et, à la sphère intime et privée, le deuil, mais aussi tout l'accompagnement là, qui va se faire en fin de vie. Donc, je ne peux pas comparer avec les personnes âgées versus personnes plus jeunes, mais on peut quand même s'attendre à ce que ça soit les mêmes types d'attitudes, de comportement puis de représentation sociale autour de ça. Mais évidemment, il faut se rappeler que
les personnes âgées, souvent, il y a une conception qui est totalement différente des plus jeunes là, en ce qui a trait à la mort. La même chose, on avait, nous, principalement des personnes âgées qui sont décédées, fait que nos endeuillés, c'était soit leurs enfants, soit leurs conjoints, soit à la limite leurs petits-enfants. Donc, on avait des plus jeunes, mais nous, comme participants, là, pas comme personnes qui étaient décédées. Donc, j'ai rien de pertinent à rajouter. Parfait, bien, je vous remercie. Puis je vois qu'on commence à avoir plusieurs questions, donc je vais vous en poser quelques-unes parce qu'on voit que les gens sont visiblement très intéressés par ce que vous dites et avec raison, évidemment. Donc, on a une personne qui nous demande est-ce que le fait de mourir de la COVID amène des processus différents que mourir d'une autre cause en période donc, de pandémie? Par exemple, est-ce qu'il y aurait une forme de légitimation du deuil donc, qui est liée à la COVID qu'on ne verrait pas avec d'autres formes de décès? Donc, plus que ce type de décès-là a été beaucoup plus... on a vu beaucoup de personnes décédées de la COVID. À votre avis, est-ce que ça peut avoir cet effet-là, donc d'amener une espèce de forme, comme la personne le mentionne, de légitimation? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Je sais pas, tout le monde attend que l'autre prenne la parole. Dans notre étude, il y a eu quand même beaucoup de répondants qui n'avaient pas perdu leurs proches suite à la COVID, donc ils avaient perdu en contexte de COVID, mais la cause du décès n'était pas la COVID. Je ne pourrais pas vous dire, là, dans les analyses qu'on a réalisées sur dans le fond, les facteurs là, de risque de complications du deuil, mais la cause du décès ne jouait pas, enfin la cause COVID ne jouait pas comme un facteur explicatif du score de complications du deuil. Donc, il faut qu'on fasse des analyses plus poussées pour voir, vraiment pour modéliser le score, qu'est-ce qui a pu l'expliquer. Mais a priori, il n'y a pas une relation, il n'y a pas une corrélation là, entre le fait de perdre quelqu'un de la COVID et une complication du deuil. C'est plus d'autres éléments qui jouent, notamment la différence entre les rites souhaités et réalisés, l'accompagnement en fin de vie souhaité et réalisé, qui joue la plus. Là. Oui, parfait. Mais merci. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est ça de voir, même si donc je comprends évidemment que les données sont l'analyse que vous pouvez en faire est partielle. C'est quand même intéressant de voir les pistes que vous soulevez puis ce que vous observez jusqu'à présent. Donc, on a d'autres questions aussi qui vous ont été posées. Pardon, est-ce que quelqu'un voulait... Oui, Déborah, vous vouliez... Pardon. Je voulais juste ajouter ce qui est particulier peut-être dans la COVID, c'est aussi dans le deuil, c'est tous les aspects liés à la contamination, les aspects peut-être plus biologiques, là, où les endeuillés nous parlaient de « OK, mais ça a été compliqué d'aller récupérer le matériel, il fallait attendre 10 jours. » Le fait que c'était un décès COVID amenait des circonstances, c'est rajouter des étapes et de la complexité, ce qui peut éventuellement se retrouver dans le deuil, parce que un décès dans le parce que, par exemple, nous, on a rencontré une endeuillée qui, finalement, à cause du confinement, a accompagné son père à la maison, qui est décédé avec lui à la maison. Ce qu'elle n'aurait probablement pas fait, elle l'aurait probablement amené ailleurs, mais ça a donné qu'elle a pu l'accompagner jusqu'à la fin, puis que grâce au confinement, elle a pu rester avec lui. Puis elle, c'est vraiment plus le rituel qui a été difficile. C'est difficile de tirer des généralités, mais ce qui est commun d'un décès COVID, c'est l'addition de précautions puis de mesures qu'il a fallu tenir à cause, justement, pour prévenir la contamination. Oui, c'est intéressant, effectivement, ce que vous amenez. Donc, ça peut amener un changement parce qu'effectivement, il y avait toute la question de la contamination qui, elle, est justement très particulière à ce contexte de décès-là, donc lié à la COVID. Je vois qu'on a quelques questions. On a 2 questions qui semblent s'adresser probablement un peu plus à Émilie, mais évidemment, les autres pourraient rebondir aussi sur ces questions-là. Donc, une qui est un peu plus pointue, qui vous a été posée par Olivier Caron, qui demande, est-ce que l'origine du geste de cacher la dépouille n'a pas plutôt pour origine des questions d'hygiène? Donc, j'ai envie de vous entendre à ce sujet-là parce que je pense que ça peut aussi nous amener à réfléchir aux différentes fonctions de certains gestes. Évidemment, je ne peux pas me prononcer sur toute
tous les gestes qui ont été posés en ce sens-là. Mais certainement que ça a un certain rapport avec l'hygiène. Puis pendant longtemps, on associait aussi le deuil, la période de deuil à la période de putréfaction du corps. Mais il y a des pratiques dans différentes cultures qui consistent, sans vouloir choquer personne, il y a des pratiques comme d'endo-cannibalisme où est-ce qu'on va manger ses parents, par exemple. Il y a toutes sortes de pratiques. On peut, dans les nations autochtones, on pouvait mettre le corps en haut d'un arbre. Mais oui, il y a un lien avec l'hygiène, évidemment. Puis il faut se rappeler quand on parle de l'origine, à ce moment-là, on est plus dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Donc, il y avait un certain nomadisme qui faisait en sorte qu'on ne vivait pas nécessairement à côté il n'y avait pas nécessairement un cimetière où est-ce qu'on allait à un lieu de mémoire. Donc, il y a des éléments des deux, en fait, là. Puis je dirais aussi, peut-être pour compléter, je dirais que l'hygiène renvoie à la pureté et à l'impureté. Puis dans le fond, ce qu'on considère comme hygiénique aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait nommer pur ou impur. Puis selon les cultures, ça varie, cette notion de pureté et d'impureté. Puis donc, c'est clairement relié à ça. C'est une mise à distance de l'impureté. Donc, l'impureté, aujourd'hui, on la conçoit biologiquement, mais elle peut être conçue différemment selon les cultures, en fait. Ouais. Puis là, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu de pouce sur cette question-là, puis ensuite, je vais évidemment poser les autres questions aussi, mais toute cette question-là d'hygiène, de pureté, d'impureté, etc., dans un contexte de pandémie, est-ce que vous voyez des liens, sans parler nécessairement du geste là, ici de cacher la dépouille dont il était question, mais si on le pense un peu plus largement, pensez-vous aussi que ça peut avoir eu un impact au niveau de l'imaginaire ou à d'autres niveaux sur le deuil des personnes? Donc, il y a toute cette crainte-là au niveau de l'hygiène, etc. Donc, parce qu'évidemment, on est conscient qu'on parle d'une pandémie, d'une maladie qui est contagieuse. On nous a mis en garde par rapport à certains gestes ou certains gestes d'hygiène qui pourraient nous protéger versus nous mettre en danger. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques réflexions par rapport à ça. Bien, je dirais, moi, ce qui me vient en tête surtout, c'est les décès par la COVID, en fait, devaient être obligatoirement incinérés. Donc, malgré la volonté, par exemple, du défunt d'être exposé ou de la famille d'avoir ce besoin-là, mais il y avait toute cette espèce de barrière-là hygiénique où est-ce qu'on préférait incinérer les corps. Mais de niveau plus large là, par rapport aux gestes barrières, je mettrais plus, j'ai dit gestes barrière, là, mais je veux parler évidemment là, des mesures sanitaires là, de ce qui est considéré comme hygiénique. En fait, ça renvoie aussi à notre rapport à la mort, hein, qu'on veut la mettre à distance. On a peur, on veut se protéger. Hein, on a fait des bulles, on s'est distancié, on est beaucoup dans le lavage des mains, le port du masque et tout ça. Donc, moi, je pense que ça en dit plutôt long sur notre propre rapport à la mort à ce moment-là là, que des pratiques funéraires en tant que telles. Là, c'est les vivants là, qui appliquent ces mesures-là. Là. Effectivement. Je ne sais pas si Déborah ou Jacques, vous avez des réflexions à ce sujet-là ou si on poursuit avec les questions qui vous sont posées, qui sont nombreuses d'ailleurs. Bon, donc, on peut poursuivre. J'ai une question donc, qui vous est adressée, Mme Lessard, mais je pense que les autres vont pouvoir rebondir aussi sur cette question. Qui vous est posée par Evelyne Lorrain, qui dit que veut dire Mme Lessard quand elle dit que le deuil est un trait adaptatif? Est-ce que ça serait possible de développer? Oui. On va voir avec les autres aussi peut-être cette idée-là à la fois penser le deuil comme un trait adaptatif ou de voir les fonctions adaptatives du deuil, tout dépendamment de la manière dont vous aimeriez l'aborder. Oui, en fait, je remercie là, d'avoir posé cette question-là. Je pense qu'elle est importante pour bien situer là, la perspective évolutionniste. Mais en fait, je vais juste aller un petit peu plus dans la technique, là, dans le modèle théorique et cognitivo-évolutif qui postule en fait qu'en réaction à la détresse causée par l'expérience subjective de la rupture permanente des liens d'attachement, mais c'est là, à ce moment-là, que le deuil s'est érigé à la fois comme un produit dérivé de l'évolution de l'attachement, puis aussi un trait adaptatif qui a pour fonction de moduler la détresse qui est créée là, finalement par la rupture permanente des liens d'attachement. Puis
pourquoi c'est un trait adaptatif? En modulant la détresse, ça permet de préserver les relations existantes et où ça permet aussi à de nouvelles relations de voir le jour. Il faut se situer aussi dans l'optique où, avant le 20e siècle, c'était surtout des enfants qui mouraient finalement. C'est beaucoup de mortalité infantile et maternelle. Donc, c'était important, si la personne était tellement en détresse d'avoir perdu son enfant ou son amoureux, son amoureuse, mais à ce moment-là, ça pouvait être dur de pouvoir renouer de nouvelles relations. Puis, en fait, c'est un trait adaptatif parce qu'ultimement, ça favorise la survie de l'espèce. C'est dans ce sens-là. Oui, merci. Je ne sais pas si Déborah ou M. Cherblanc, si vous avez envie de rebondir un peu sur cette idée-là, donc de l'adaptation et du deuil. Vous n'êtes pas obligé. Il y a plusieurs autres questions auxquelles vous pourrez répondre. Donc, j'ai une question aussi que je trouve intéressante ici, qui nous est posée par quelqu'un, puis ça ramène un peu à cette question de la culpabilité qu'on a abordée antérieurement, puis sur laquelle vous avez élaboré, qui amène une autre dimension qu'on a peut-être un peu moins abordée tout à l'heure. Donc, une personne qui dit y a-t-il des éléments à considérer concernant la culpabilité dans les cas où un proche ou encore un professionnel de la santé est la cause de la transmission de la COVID de la personne décédée? Donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet-là, si vous avez si vous avez constaté ou été témoin ou entendu des récits de personnes qui ont vécu un décès dans ce contexte-là. Oui, c'est drôle parce que c'est ça, moi, ça me vient, la culpabilité et le deuil, là, c'est quelque chose, je vois un lien, c'est un lien que je fais facilement. Puis oui, on a rencontré des endeuillés qui ont pu retracer la cause de leur contamination. Là. Je pense rapidement, hein, c'était un fils, l'autre, c'était une personne, il a décidé d'aller à la chorale, fait que c'est la chorale sans masque, à l'époque où c'était sans masque, ça a été plus... on comprend mieux maintenant quand on comprend le mécanisme de transmission. Mais non, moi, je n'ai pas observé tant que ça de culpabilité ou de rancœur ou d'enjeu. On dirait que la psy en moi, quand elle écoutait ça, elle se disait non, de bleu, c'est fou, ils doivent avoir fait une chicane dans la famille ou quelque chose. Non, parmi les endeuillés qu'on a rencontrés, on n'a pas rencontré d'éléments où la contamination, ça faisait partie de ça faisait partie de l'expérience, puis c'était pas un enjeu de savoir comment la personne avait été, ou peut-être un petit peu au début, puis qu'à un moment donné, après ça, ils avaient clarifié, mais c'est pas quelque chose qui restait, en tout cas, dans le deuil, dans les endeuillés que nous, on a rencontrés. Merci, oui, je pense que c'est intéressant, puis c'est rassurant aussi de voir ça, que donc ça peut être quelque chose qui aurait pu faire que certaines personnes se sentent très, très coupables, par exemple. Je ne sais pas, M. Cherblanc, dans votre recherche, si vous avez constaté certaines choses par rapport à ça. Par rapport à des récriminations par rapport au fait que le proche aurait été contaminé par un soignant, c'est ça la question? Oui, c'est ça. Oui, exactement, oui. Non, nous, dans le fond, dans les aspects qualitatifs de l'étude, ce qui apparaissait, c'était plus dans le fond, des sentiments d'injustice par rapport au traitement par certains soignants. Donc, en fond, comme les règles socio-sanitaires changeaient tout le temps, selon les milieux, selon les régions, selon les établissements aussi, selon la personne qui était à l'entrée, par exemple, on pouvait rentrer, on ne pouvait pas rentrer. Donc, il y avait beaucoup de sentiments d'injustice. Mon beau-frère qui est dans telle région, lui, il peut les visiter, moi, je ne peux pas. La semaine passée, j'ai pu, là, je ne peux pas. Donc, c'est plus je dirais que la frustration envers le personnel de la santé, il était plus à ce niveau-là qu'au niveau de la crainte de la contamination, qui a pu transmettre tout ça. Oui, merci. Je vois d'ailleurs que vous avez une question qui vous est adressée, M. Cherblanc, donc pour poursuivre avec vous, qui revient à quelque chose que vous avez abordé antérieurement. Donc, c'est Alexandra Guité-Verret qui vous pose la question. Donc, la question est un peu longue, mais vous allez voir, c'est intéressant. Donc, elle dit « J'aurais aimé entendre davantage M. Cherblanc sur les différentes appellations du deuil, le travail du deuil, porter le deuil, donc, dont on a discuté antérieurement. » et sur ce que ces appellations disent de notre époque et de notre société, parce qu'on se souvient que vous avez dit que ça parlait justement de notre époque et société. Puis, Mme Guité-Verret continue en disant, par exemple, le travail de deuil pourrait-il être une conception
teinté de notre société qui est axée sur la productivité et l'individualisme. Le travail de deuil semble reposer sur la responsabilité individuelle de l'endeuillé et sur ses propres efforts. L'expression « porter le deuil » appellerait peut-être davantage le passif, la longueur, le social. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à lui répondre par rapport à ça. Je dirais oui. Oui, dans le fond, je n'aurais pas répondu mieux à votre question. Non, je pense que ça renvoie beaucoup à cette idée-là, puisque ce qu'on constate avec, en tout cas nous, avec Covid-19, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes au Québec qui ne se reconnaissent pas dans le modèle, je dirais, du deuil comme un processus purement psychologique et individuel. Il y a beaucoup de personnes pour qui le deuil, ça doit être partagé, ça doit être socialisé, ça doit être ritualisé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance qui est exprimée dans les études. Et le fait de porter le deuil, c'est une manifestation sociale, en fait. C'est comment est-ce que je manifeste socialement l'état dans lequel je me trouve. Traditionnellement, il y avait un nom, dans le fond, pour quelqu'un qui était en deuil de son mari ou de sa femme. Il y avait un statut, dans le fond, quand on répondait à une enquête comme celle qu'on mène actuellement, il aurait fallu qu'on ajoute des choix de réponses là sur aujourd'hui, vivez-vous avec quelqu'un ou vivez-vous seul, avez-vous un conjoint, conjointe là, à cette époque-là, c'était différent. Et donc là, il y avait comme un statut, donc une représentation sociale partagée de la souffrance, de la peine, de l'état ou d'un changement de statut social de la personne. Et donc ça, c'est ça avec la vision, je dirais, de travail de deuil. Je pense que c'est un petit peu ça qui se perd. Et puis, si on parle aux endeuillés, je ne sais pas, Madame Hummel, parce que dans le fond, je vous ai appelé Déborah, mais bon, je suis désolé. On est dans un contexte formel, donc Madame Hummel. Dans le fond, tantôt, vous disiez que, oui, ça, vous parliez de travail de deuil, mais moi, avec les endeuillés, quand je parle de travail de deuil, ils sautent au plafond, quoi, en général. Ils disent, moi, je n'ai pas du tout envie de travailler, puis ce n'est pas du tout ça que je fais. Et en plus, dans la littérature scientifique, il y a quand même beaucoup d'endeuillés, je dirais 80% des endeuillés pour qui le travail de deuil se fait dans la vie quotidienne, quoi. Ils n'ont pas besoin d'aller voir un psy ou ils n'ont pas besoin de faire des choses en particulier. Donc, c'est plus quelque chose qui est intégré à la vie quotidienne. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de travail de ce point de vue-là. Là, c'est plus un état transitoire là, d'adaptation à une nouvelle relation à la personne défunte. Et je suis d'accord avec vous, c'est qu'il n'y a pas de fin non plus. L'enfant, c'est une nouvelle relation. Donc, une nouvelle relation, elle demeure. Là. Oui, merci. Peut-être que je peux juste rebondir. Effectivement, le travail, moi, je l'entendais plus comme un travail de transformer la relation, puis d'intégrer l'événement comme faisant partie de son histoire de vie, puis de donner un sens. C'est plus un travail au plan psychique, moi, que je voyais. C'est dans ce sens-là que j'entendais le mot travail, pas comme un travail qu'on doit faire de 9 à 5 ou de cette façon-là. Et c'est vraiment, c'est ça, je l'entendais plus au plan psychique, puis pour renchérir aussi que oui, c'est ce que les données empiriques nous montrent. La grande majorité des gens qui ont un deuil entre guillemets normal, si tant est qu'il en existe un, n'ont pas besoin ont pas nécessairement besoin d'un suivi professionnel. C'est une minorité de personnes qui en ont besoin, absolument. Effectivement, oui, merci pour cette précision-là. Effectivement, donc, rappeler le fait que le deuil en soi ne nécessite pas nécessairement un suivi professionnel, ça, je pense que c'est toujours important de le rappeler. On a quelques autres questions qui nous sont posées, dont une qui nous amène un peu ailleurs, donc vers une thématique qu'on n'a pas encore abordée, mais qui est intéressante aussi. Donc, c'est Mme Evelyne Lorrain qui pose la question, qui demande à votre connaissance, et puis je ne sais pas si vous avez évidemment dans vos recherches, si c'est quelque chose que vous avez constaté ou non, mais donc, à votre connaissance, les mesures sanitaires ont-elles entraîné des particularités par rapport au deuil en situation de mort violente comme les suicides ou féminicides? Donc, le fait qu'il y ait eu des mesures sanitaires assez strictes, tout dépendamment du moment de la pandémie, est-ce que ça peut avoir eu aussi un impact sur des deuils qui ont été vécus lorsque les morts étaient survenus en contexte de violence, par exemple, conjugale ou encore par suicide? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer dans vos recherches? Non? Ils ne répondent pas. Enfin, moi, je dirais que, comme je répondais tout à l'heure, il n'y a pas
par rapport au score de deuil, on n'a pas vu de corrélation avec la cause du décès. Donc, on posait des questions là-dessus, sur s'il y a eu des homicides, suicides, etc. Mais en même temps, nos nombres étaient quand même relativement faibles dans ces catégories-là, heureusement. Mais enfin, on avait peu de répondants qui avaient perdu quelqu'un dans ces circonstances-là. Donc, je ne pourrais pas répondre, en fait, à la question. Oui, merci. Mais ça pourrait être intéressant, effectivement, de voir peut-être dans le futur, ça sera quelque chose qui apparaîtra ou peut-être dans d'autres types d'études. Sinon, il y a une personne donc, qui vous demande, est-ce que l'acceptation du deuil par COVID a changé avec le temps? Par exemple, en début de pandémie, tout le monde ou beaucoup de personnes se sentaient impuissantes et le soutien de l'entourage ou de la communauté pouvait être élevé, tandis que désormais, avec la vaccination, le soutien pourrait être un peu moins proactif ou le soutien pourrait s'amenuiser. Donc, est-ce que vous voyez, la personne donc dit, en fait, est-ce qu'il y a des éléments sociaux entourant la perception de la mort liée à la COVID qui modulent le soutien des endeuillés, à votre avis? Ben, moi, je dirais d'emblée, j'en reviens encore aux personnes âgées, qu'est-ce qui distingue beaucoup. C'est sûr qu'aujourd'hui, ben, si on se replonge au départ, on avait le décompte quotidien des morts qui était élevé, ce qui faisait en sorte que la personne endeuillée, ça ramenait le niveau d'intensité de la souffrance de deuil quasi quotidiennement. Là, ça s'est quand même atténué. Mais je ne pourrais pas dire à quel point la reconnaissance sociale s'est améliorée ou pas là, à l'égard de ça, parce qu'évidemment, on n'a pas de données là-dessus. Mais je dirais que, comme c'était avant la pandémie, en fait, on a tendance à ne pas laisser beaucoup d'espace public là, pour tout ce qui est des enjeux de fin de vie, de mort et de deuil. Et je ne crois pas que ça l'a nécessairement. On a eu un spotlight pendant la première et deuxième vague et là, le spotlight s'en va. Là. C'est plus l'impression que moi j'ai, mais je n'ai pas de données là, sur lesquelles m'appuyer pour affirmer ça. Oui, merci. Je ne sais pas si les deux autres participants, si vous avez d'autres réponses à apporter à cette question-là. En fait, pour être honnête, je n'ai pas totalement compris la question. Fait que je ne sais pas si c'est possible de la reposer. Oui, je peux vous la reposer. Donc, j'espère moi-même que je la traduis bien et que je la comprends bien. Mais la personne demande, donc, est-ce que l'acceptation du deuil par COVID a changé avec le temps? C'est-à-dire qu'en début de pandémie, donc, on nous dit que les gens se sentaient plus impuissants, le soutien de l'entourage de la communauté pouvait être élevé parce que tout le monde était très, très mobilisé ou très touché par la COVID. Donc, avec la vaccination, est-ce que ça pourrait s'étioler un peu? Les gens pourraient être peut-être un peu moins axés ou moins pensés à la pandémie, puis peut-être que ça pourrait changer un peu leur manière de soutenir les personnes endeuillées de quelqu'un qui est décédé de la COVID. C'est comme ça que je comprends la question. Donc, je ne sais pas si ça éclaire un peu. Oui, ça éclaire. Donc, en fait, je sais pas. Dans le fond, ce que je comprends de la question, c'est est-ce que ça se peut qu'avec la vaccination, on voit de plus en plus de personnes qui disent mais il n'était pas vacciné, non, ou quelque chose comme ça. Puis que s'il n'était pas vacciné, alors là, pour le coup, effectivement, il pourrait y avoir des jugements de ben, l'enfant, il l'a mérité. Là, puis, donc, moins de soutien social, ça se pourrait, là, mais pour l'instant, moi, je ne peux pas dire si c'est déjà le cas ou si ça va se produire. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations là-dessus. Oui, ça pourrait peut-être être intéressant, effectivement, avec le temps, de voir si c'est des choses qui sont vécues ou non. Parce qu'effectivement, ça peut changer la manière de percevoir un décès par COVID dans l'imaginaire de certaines personnes. Je ne sais pas si nos deux autres participantes ont des idées à ce sujet-là. Non. Sinon, moi, je vois donc qu'il nous reste encore une quinzaine de minutes, puis il y a quelques questions que je voudrais poser, dont une que je tiens à vous poser, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, qui vous ont étonné, que ça peut être dans quelque chose qui vous a touché, mais dans ce que vous avez recueilli jusqu'à présent comme données, comme témoignages, ce que vous avez compris de l'expérience du deuil en contexte de pandémie? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, que vous avez trouvé particulièrement intéressantes et que vous auriez envie de partager aujourd'hui avec nous?
En fait, je peux me lancer là. Une des choses que j'ai trouvé agréablement, une agréable surprise, en fait, là, c'est au niveau des stratégies que les gens ont utilisées pour finalement aller chercher les besoins qu'il y avait là, en contexte de deuil. Puis c'est au niveau du besoin ben, des témoignages publics puis du partage d'expérience, en fait. Que ce soit en ligne, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par exemple, là. C'est comme si les gens allaient chercher, tu sais, la reconnaissance sociale de la souffrance de deuil, puis ça force un espace, ça force de créer un espace finalement pour mettre de la lumière sur ces expériences-là. Et ben, en fait, ça leur permettait de vivre leur deuil de cette façon-là, puis d'exprimer leurs émotions publiquement. Puis ça a permis aussi d'obtenir, par exemple, sur Facebook, annoncer je ne sais pas, mon papa a eu la COVID et il est décédé. Puis tout ce que les gens vont apporter comme réconfort, ça a été observé chez quelques participants. C'était quand même surprenant, même des gens qui n'étaient pas nécessairement habiles ou qui allaient nécessairement recourir aux réseaux sociaux en temps normal. Mais là, ça leur a apporté beaucoup de réconfort d'aller partager publiquement leur expérience. Puis, évidemment, ça ne compense pas là, la chaleur humaine, mais j'ai trouvé ça quand même super intéressant que le partage d'expériences et témoignages publics permettent justement là, de créer un espace social pour qu'on puisse reconnaître là, l'importance de ces expériences-là en temps de pandémie. Oui, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si Mme Hummel... Oui, bien, nous, ce qui nous a surpris quand on a rencontré nos endeuillés puis qu'on a fait les entrevues avec eux, c'est le nombre de fois qu'ils nous ont dit « c'est la première fois que je peux raconter mon histoire au complet ». Surtout que c'était dans un contexte, encore une fois, après le décès qui avait eu lieu, première, deuxième vague, mais on a commencé la récolte de données à l'automne 2020, fait que ça faisait quand même, pour certains, certains c'était très rapproché, d'autres c'était plus grand. Le laps de temps écoulé était plus long, mais c'était le fait c'est la première fois que je peux raconter mon histoire au complet. Le confinement, le fait d'avoir été fait, oui, peut-être qu'il y a eu des petites annonces, puis des petits messages, mais le fait de vraiment pouvoir se raconter, l'importance de la mise en récit dans le deuil, puis ça fait le lien avec ce que je disais plus tôt, le travail au plan psychique, d'intégration du lien. Il y a quelque chose d'important dans pouvoir se raconter, puis de pouvoir se raconter à quelqu'un qui est là juste pour écouter, puis qui n'arrête pas après 2 secondes, « ben non, ça va bien aller, ben non, t'inquiète pas ». Mais c'est pas facile de juste écouter la souffrance de l'autre, mais c'est tellement, tellement soutenant pour les personnes endeuillées. Oui, merci beaucoup. Monsieur Cherblanc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous a surpris, étonné ou que... Oui, ben dans le même ordre d'idée que mes collègues précédemment, là, nous, ce qui nous a surpris beaucoup, c'est que, dans le fond, sur le nombre de répondants, on avait près de 1000 répondants. Il y a plus de 700, je sais plus, 750, je crois, qui ont écrit des commentaires, puis des longs commentaires. Donc, il y avait besoin d'exprimer ce qu'ils ont vécu, de le raconter. Donc, ça confirme ce que Mme Hummel présentait juste avant. Il y a besoin, dans le fond, d'exprimer ce qui s'est passé, de décrire les souffrances qui ont été vécues. Puis ça, c'est le deuxième point là, qui nous a beaucoup surpris. Enfin, pas vraiment surpris, mais qui nous a marqué, en fait, là, c'est toute la souffrance exprimée dans ces commentaires-là. Là. C'est vraiment des témoignages qui sont bouleversants. C'est vraiment des situations qui sont, qu'on souhaite à personne, quoi, qui sont décrites. Et puis, donc, de point de vue plus positif, il y a eu beaucoup de créativité, il y a beaucoup de résilience, beaucoup de manifestations de personnes qui ont trouvé un sens quand même, puis et qui trouvent une façon, dans le fond, d'attendre. Alors ça, nous, c'était au mois de mai. Les gens attendaient beaucoup l'été pour pouvoir faire que les restrictions puissent être relevées pour pouvoir faire les funérailles, pour faire des cérémonies en communauté, en collectivité. Donc ça, j'espère que ça a pu être fait. Personnellement. Donc là, on va être dans notre deuxième temps de collecte le mois prochain. On va vérifier si ces rites-là ont pu être réalisés puis quel effet ça a pu avoir.
Parce que dans le fond, il y a beaucoup de gens, on a l'impression, qui prenaient leur mal en patience, si on veut, là, puis qui disaient, bon, ben, c'est correct, là, tu sais, je vis mon deuil, et puis cet aspect-là, dans le fond, je le ferai après. L'aspect de prendre hommage à la personne défunte, etc., je le ferai après. Là, j'utilise les moyens technologiques pour interagir avec les autres, etc. Donc ça, c'est un truc. Une chose qui m'a surpris aussi, c'est l'importance que revêt encore aujourd'hui la toilette funéraire. Alors, la toilette funéraire, donc la toilette du défunt, on a quand même beaucoup de répondants, c'est 1 sur 5, je pense, qui aurait souhaité pouvoir donc au moins changer les vêtements du défunt, mais soi-même, donc le faire soi-même, ou vraiment faire la toilette du corps. Hein. Donc il y a quand même des choses qui sont, on a l'impression qu'on avait quitté ça complètement, mais dans le fond, il y a quand même encore pour beaucoup de personnes, la socialisation de la mort et le lien au corps du défunt sont encore importants. Merci beaucoup. Et puis, je vois que le temps file, donc ça va être déjà le moment pour moi de faire le petit mot de la fin. Donc, je vous remercie parce que, à la lumière de ce que vous venez tous de mentionner, je pense que vous avez contribué un peu à ce que Mme Hummel disait, donc à raconter l'histoire de ces personnes-là qui ont été confrontées au deuil dans un contexte très particulier qui est celui de la pandémie. Donc, aujourd'hui, en partageant ce que vous constatez jusqu'à présent dans vos études, puis ça va se poursuivre, évidemment, vous allez avoir encore plus d'informations dans le futur, mais déjà, c'est une manière de raconter un peu l'expérience de ces personnes-là. Puis je pense que de par vos perspectives interdisciplinaires, ça montre aussi comment c'est un processus qui se vit à plusieurs niveaux, donc pas uniquement individuel, mais aussi social. Donc, on peut penser de différentes manières. Donc, je vous remercie pour ce partage et puis cette réflexion-là qui a été fort profonde, où on a pu réfléchir donc à l'expérience du deuil en contexte de pandémie dans une perspective interdisciplinaire à la lumière de vos expertises et de vos recherches. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé ce matin. Ça a été un plaisir de vous entendre.